Il a renoncé à une carrière de 20 ans dans l'entreprise, a laissé derrière lui le genre de stabilité que la plupart des gens recherchent toute leur vie, et s'est rendu seul dans l'une des villes les plus économiquement sinistrées des États-Unis. Là, sans contrat, sans garantie, et sans rien demander en retour, il a commencé à nettoyer des propriétés qui ne lui appartenaient pas pour des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, et ce tout à fait gratuitement. C'est la version de l'histoire que les gens pensent comprendre, celle qui s'intègre parfaitement dans un titre ou une courte vidéo. Mais par un après-midi tranquille à Détroit, alors qu'il se tenait seul sur une propriété envahie par la négligence, il est arrivé à John Stockman quelque chose qui l'a arrêté sur place et l'a secoué plus profondément qu'il ne s'y attendait. Lorsqu'il l'a raconté plus tard, sa voix en portait encore le poids, car selon ses propres mots, c'était le genre de moment qui aurait pu tout changer. Ce qui fait que ce moment perdure, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi le moment où cela s'est passé. Ce n'était pas lors d'un tournant majeur, ni au début de son voyage, ni à un moment dramatique. C'était un mardi, un jour ordinaire, enfoui dans une routine qu'il avait construite en s'éloignant de tout ce qui lui semblait autrefois sûr et prévisible. C'est ce qui rend son histoire plus difficile à simplifier, parce qu'il n'y a pas d'avant et d'après net. Il n'y a qu'une progression longue et compliquée de choix de doute et de prise de conscience tranquille qui l'ont mené là. Et une partie de cette histoire commence là où la plupart des gens ne s'y attendraient pas, dans des conversations que ses patrons avaient retenues pendant des années. Pendant près de 20 ans, John s'est présenté à un travail qui sur le papier ressemblait à une réussite. Il travaillait dans l'industrie automobile du Michigan, construisant une carrière pas à pas après s'être marié jeune et avoir fondé une famille très tôt. De l'extérieur, tout correspondait à la définition standard de la stabilité. Il y avait un salaire régulier, un titre clair, un sentiment d'ascension sociale, tous les marqueurs qui suggèrent que quelqu'un a compris les choses. Mais sous cette surface, il y avait un effritement constant et silencieux qui n'a jamais vraiment été pris en compte dans le récit visible de sa vie. Il vivait avec un sentiment persistant de syndrome de l'imposteur qui ne venait pas et ne partait pas, il restait. Jour après jour, année après année, même après avoir fait ses preuves à plusieurs reprises, il gardait la conviction tenace qu'il n'était pas vraiment à sa place là où il était. Cette voix intérieure, celle qui vous demande si vous êtes vraiment assez bon, ne s'est jamais atténuée. Au contraire, elle s'amplifiait au fur et à mesure qu'il restait dans cet environnement. Avant d'entrer dans le monde de l'entreprise, il avait été monteur vidéo, capturant des films de mariage, documentant certains des moments les plus significatifs et les plus joyeux de la vie des autres. Il avait les outils, les compétences techniques et un revenu fiable. Et pourtant, quelque part en chemin, cette étincelle créative a commencé à s'estomper, remplacée par une routine qui se sentait de plus en plus étouffante. De l'extérieur, ce type de lutte interne est presque invisible. Il ressemble à une personne qui fait juste ce qu'il faut pour passer la journée, une personne qui avait l'habitude de se préoccuper beaucoup de choses, mais qui accomplit maintenant ses tâches sans la même énergie. Il ressemble à une personne qui s'anime le week-end pour s'éteindre à nouveau au retour de la semaine de travail. John a décrit cela comme une vie à l'intérieur d'une boîte qui ne s'épanouit pas, qui ne lutte même pas vraiment, qui existe simplement dans une structure qui ne correspond plus à ce qu'il est en train de devenir. Ce qui rend son histoire différente, c'est que ce changement n'est pas passé inaperçu. Ses patrons l'ont vu. Ils n'ont pas seulement prêté attention à ses performances au travail, mais aussi au contraste entre ce qu'il était pendant les heures de bureau et ce qu'il devenait en dehors. Ils ont vu les projets créatifs auxquels il travaillait pendant son temps libre, l'énergie qu'il y consacrait et le fossé qui ne cessait de se creuser entre ces deux versions de lui-même. Au lieu de le réprimander ou de le pousser à répondre aux attentes, ils ont choisi une approche différente. Ils l'ont appelé à l'écart, non pas pour le critiquer, mais pour reconnaître quelque chose qu'il ne s'était pas encore totalement autorisé à croire. Ce qu'ils lui ont dit était simple, mais avait un poids qui pouvait libérer ou terrifier selon la façon dont il l'entendait. Ils lui ont dit qu'il avait quelque chose de vrai, quelque chose qui valait la peine d'être poursuivi, quelque chose qui dépassait les limites de son rôle actuel. Cette conversation n'a pas immédiatement transformé sa vie. Il n'est pas sorti ce jour-là, en abandonnant tout ce qu'il avait construit. Mais quelque chose a changé intérieurement. Pendant des années, il avait attendu une sorte de permission qui ne venait jamais de l'intérieur. Et dans un moment inattendu, elle est arrivée de l'extérieur à la place. L'énergie créatrice qui avait été lentement étouffée par la routine a commencé à retrouver son chemin à travers le travail qu'il effectuait selon ses propres termes. Et pour la première fois, quelqu'un en position d'autorité a validé cet instinct
au lieu de le rejeter. Ce vers quoi il a finalement choisi de suivre cet instinct n'était pas quelque chose qu'il aurait pu prédire. Détroit ne faisait pas partie d'un plan soigneusement établi. C'était le résultat d'un seul après-midi, d'une seule décision et d'un seul endroit qu'il ne pouvait pas se résoudre à ignorer. La plupart des gens, lorsqu'ils passent devant un objet cassé sur le bord de la route, ressentent un bref moment de gêne ou de tristesse et continuent à rouler. John a fait quelque chose de différent. À 41 ans, un âge où la plupart des gens pensent que leurs grandes décisions de vie sont déjà derrière eux, il s'est arrêté. Il est sorti de sa voiture et s'est approché d'une école maternelle abandonnée qui avait été complètement négligée. Les mauvaises herbes avaient avalé les allées, la végétation couvrait chaque coin, et la propriété entière portait le poids silencieux de quelque chose qui avait autrefois compté, mais qui avait été oublié. Il n'y avait pas de caméra avec lui, pas de public qui le regardait, pas d'intention de transformer ce moment en contenu. Il ne construisait pas une marque ou ne cherchait pas à attirer l'attention. C'était simplement un homme qui ne pouvait pas ignorer ce qu'il voyait. Il a donc commencé à arracher les mauvaises herbes à main nue. Ce petit acte non planifié s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Il s'est transformé en mission, et avec le temps, cette mission s'est transformée en plateforme. Ce qui a commencé comme un simple après-midi s'est transformé en une chaîne appelée Midlife Stockman, qui a fini par atteindre des centaines de milliers de personnes et accumuler des millions de vues. Localement, il est devenu connu comme quelqu'un qui redonne vie à des espaces oubliés, mais rien de cette reconnaissance ne faisait partie de l'intention initiale. Ce que l'on oublie souvent dans la version inspirante de cette histoire, c'est à quel point cette transition a été incertaine et instable. Lorsque John a décidé de quitter son emploi en entreprise et de s'engager à plein temps dans cette voie, il n'avait jamais travaillé pour lui-même auparavant. Il est passé d'un système qui lui offrait une structure, une prévisibilité et un salaire garanti à une réalité où rien de tout cela n'existait. Il n'y avait pas d'horaire imposé de l'extérieur, pas de titre pour définir son rôle, pas de certitude quant à ce que chaque mois apporterait. Il n'y avait que la conviction et le soutien de sa femme Tessa, ainsi qu'un petit cercle de personnes qui lui faisaient suffisamment confiance pour lui dire de continuer à aller de l'avant. Il a décrit ce saut non pas comme excitant, mais comme profondément déstabilisant. Ce n'était pas un moment rempli de confiance, mais un moment marqué par la peur et l'incertitude. Et le rôle joué par Tessa dans cette transition ne peut pas être sous-estimé. Son soutien n'était pas abstrait ou conditionnel. Elle l'a soutenu lorsque l'idée était encore fragile, lorsqu'elle ressemblait moins à un but qu'à un risque. Chaque vidéo qui le montre en train de travailler dans la chaleur d'une longue journée d'été est construite sur ce partenariat, sur la conviction partagée que ce qu'il faisait avait de l'importance. Le nom de sa chaîne reflète ce tournant. À 41 ans, ce que beaucoup pourraient qualifier de crise de la quarantaine est devenu, selon ses propres termes, une mission de la quarantaine. Mais ces deux idées sont plus proches qu'il n'y paraît, car ce qui a suivi n'était ni propre ni prévisible. Ce n'était pas sûr. Détroit présentait des défis qui allaient bien au-delà des propriétés envahies par la végétation et des espaces abandonnés. C'était une ville façonnée par des années de difficultés, où la confiance n'est pas facilement accordée, et où même les actes de générosité peuvent être accueillis avec méfiance. Les vidéos montrent souvent la transformation, le processus satisfaisant qui consiste à transformer l'abandon en quelque chose dont on s'occupe à nouveau. Ce qu'elles ne montrent pas toujours, c'est la tension qui accompagne le fait de travailler seul dans cet environnement. Il y a eu des moments où les voisins l'ont confronté, s'interrogeant sur sa présence incertaine de ses intentions. Il y a eu des moments où la police a été appelée non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'aider sans raison évidente peut sembler suspect dans un endroit qui a été négligé pendant si longtemps. Un incident particulier lui revient en mémoire plus que tout autre. Il n'était pas seulement inconfortable, il était déterminant. Les agents ont dû intervenir alors qu'il était en plein travail, s'interposant physiquement dans une situation qui a dégénéré au-delà de ce qu'il attendait. Imaginez clairement ce moment. Un homme essayant de restaurer quelque chose de cassé soudainement, entouré de tension, d'incompréhension, et réalisant que même faire quelque chose de bien peut comporter des risques. C'est dans ces moments, et non dans les transformations polies, que tout le poids de sa décision devient visible. Vous êtes couvert de sueur. Vous travaillez depuis des heures sur une propriété que vous nettoyez gratuitement, et vous vous tenez devant la police pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas la menace ici. Il a géré ces moments avec une patience inébranlable qui est à la fois impressionnante et déchirante
selon le point de vue que l'on adopte. Dans une vidéo, il s'arrête en plein travail, alors qu'un voisin fait le tour du pâté de maison pour déposer une plainte. Il regarde la caméra presque calmement. Cette propriété n'en vaut peut-être pas la peine. Le gars court partout dans le quartier pour se plaindre. La ville m'a demandé de venir ici, alors nous verrons ce que les flics diront. Ce calme se mérite, il n'est pas naturel. Il est le fruit d'une expérience suffisamment longue pour comprendre que certaines personnes ont été déçues par l'arrivée d'étrangers dans leur quartier, si souvent que la gentillesse n'est pas perçue comme une gentillesse immédiate, mais comme un piège. Et la même impulsion qui pousse Sean à aider les étrangers est celle qui rend les étrangers méfiants. On ne peut pas séparer ces deux choses, c'est la même chose. Mais les confrontations ne représentent que la moitié de ce qui rend ce travail difficile. L'autre moitié est purement physique. Sean a travaillé sous une chaleur de 90 degrés, avec une pelle transformant des propriétés sur lesquelles la plupart des gens ne mettraient pas les pieds. Certains nettoyages durent près de 3 jours entiers, plusieurs changements d'outils, plusieurs caisses d'eau. Chaque pièce d'équipement est poussée à sa limite. Il s'agit d'un homme de 43 ans qui soumet son corps à des conditions qui arrêteraient la plupart des gens avant le déjeuner. Propriété après propriété, mois après mois. Et puis, il y a eu l'après-midi qui a frappé différemment de tous les autres. Sean était seul dans une propriété de Détroit. Il s'agissait d'un nettoyage de routine. Rien ne laissait présager un problème, mais c'est ce qui s'est produit. Il a posté un message à ce sujet par la suite. Il est encore visiblement secoué. Il a dit qu'il était en train de filmer et qu'il était très reconnaissant d'aller bien. Il a dit que c'était un moment vraiment effrayant. Il a dit que cela aurait pu changer radicalement sa vie. Il a dit qu'il s'agissait de son appel le plus proche jusqu'à présent. Il a continué à travailler le lendemain. Il y est retourné. Et les caméras n'ont jamais réussi à saisir tout ce que cela lui a coûté. Les visages. Il ne peut pas oublier. Pour chaque propriété que Sean transforme, il y a un visage. Et certains de ces visages sont de ceux qui restent avec vous longtemps après que l'herbe a été coupée et que l'appareil photo a été rangé. Une femme de Détroit avait prié, littéralement prié. Sean s'est présenté chez elle à l'improviste. Et lorsqu'elle a réalisé ce qu'il était venu faire, qu'un étranger s'était rendu chez elle avec du matériel et lui proposait de l'aider gratuitement, elle s'est complètement effondrée. En larmes, elle lui a dit « J'ai prié pour que quelqu'un vienne m'aider ». Réfléchissez au poids de cette phrase. Non pas en espérant, non pas en souhaitant, mais en priant. Il y avait une personne dans cette ville qui était assise dans sa maison, regardant un jardin qu'elle ne pouvait pas gérer. Sa seule option était de prier. Et puis un jour, l'aide est venue. Ce schéma se répète sans cesse dans le travail de Sean, mais à chaque fois avec de nouveaux détails qui disent quelque chose de différent sur la communauté dans laquelle il travaille. Il y avait Linda, âgée de 58 ans, handicapée malentendante, vivant avec une paralysie cérébrale, qui affectait son élocution, son équilibre et sa capacité à marcher sans déambulateur. Son jardin était devenu complètement ingérable, non pas par négligence, mais à cause des circonstances. La prolifération n'était pas un choix. C'est ce qui arrive lorsque quelqu'un n'a aucun moyen de s'attaquer à quelque chose et n'a pas de voie claire pour obtenir de l'aide. Sean a reçu son histoire par courriel. Il est venu, il a passé des jours sur ce chantier. Et ce qu'il lui a rendu, ce n'est pas seulement une propriété nettoyée, c'est sa capacité à se sentir chez elle, dans sa propre maison. Il y avait une mère célibataire dont la cour était devenue activement dangereuse pour ses enfants, pas seulement envahie par la végétation, mais dangereuse, le genre d'espace où les enfants ne peuvent pas jouer en toute sécurité. Lorsque Sean a terminé ce nettoyage, il n'a pas seulement rendu un jardin. Il a donné à ses enfants un endroit où ils peuvent être des enfants. Il y avait un vétéran dont la propriété était devenue incontrôlable, non pas à cause de la paresse ou de l'indifférence, mais à cause de l'accumulation incessante de difficultés qui ne s'arrêtent pas, parce qu'il faut tondre la pelouse. Sean s'est présenté et a géré le problème sans en faire une affaire plus importante que nécessaire. Et puis il y a eu une femme nommée Erin qui a ouvert sa porte un lundi de juillet pour trouver Sean debout sur son porche dans une chaleur de 90 degrés avec une pelle. Elle pensait qu'il vendait le câble Verizon, peut-être la télévision directe, un type à la porte avec un angle de vue. Lorsqu'elle a compris ce qui se passait, son visage a changé du tout au tout. « J'attendais ce jour », lui a-t-elle dit. Une fois le nettoyage terminé, Sean a déclaré qu'il avait utilisé presque tous les outils qu'il possédait sur cette propriété. Il a dit que c'était si beau, si satisfaisant à regarder. Ce qu'il est si facile de ne pas voir dans chacune de ces histoires, c'est le poids émotionnel que Sean en retire. Il ne se contente pas de nettoyer des chantiers et de repartir propre.
Il absorbe ces situations, la femme qui priait le quinquagénaire avec son déambulateur, le vétéran, les enfants. Chaque histoire ne s'arrête pas lorsque le camion s'éloigne. Et au fil des ans, elle s'accumule pour devenir quelque chose qu'aucune recette publicitaire ou croissance du nombre d'abonnés ne peut résoudre. Et cette accumulation se fait discrètement vers un coût que cette histoire n'a pas encore totalement pris en compte. La maison qu'il a presque brisée. Sean a documenté un grand nombre de propriétés douloureuses, mais il y a une maison spécifique à Détroit qui se démarque de tout ce qu'il a montré. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un jardin envahi par la végétation ou d'une propriété en mauvais état. Cette maison a failli être condamnée et une famille vivait encore à l'intérieur. Laissons cela se tasser. Une maison tellement détériorée qu'elle était sur le point d'être déclarée impropre à l'habitation humaine. Et les gens continuaient à s'y sentir chez eux parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Sean a documenté la situation. Il s'est présenté avec son appareil photo et ses outils et il a documenté la situation non pas pour l'exploiter, mais parce qu'il comprend qu'une partie de son travail consiste à témoigner. Montrer aux personnes qui vivent en dehors de ces quartiers ce qui s'y passe réellement. Rendre visible ce que la ville préférerait ne pas voir. Ce que les images ont capturé, c'est ce qui se passe lorsque la vie submerge les gens au point qu'il devient impossible d'entretenir un foyer. Lorsque la maladie s'ajoute à la pauvreté, à des années d'oubli, jusqu'à ce que les murs autour de vous commencent à refléter le poids de tout ce qui a mal tourné la maison, cesse d'être une simple maison. Elle devient le miroir de la lutte qui s'y déroule. Que faire lorsque l'on tente de survivre à l'intérieur de quelque chose qui s'effondre? On attend, on s'accroche, on essaye de ne pas penser à la proximité du bord, et on espère que quelqu'un s'en apercevra avant que la situation ne s'aggrave. Jean a remarqué, il s'est montré, il a travaillé. Il est possible de nettoyer un jardin en un jour et de transformer une propriété en un week-end. On ne peut pas réparer ce qui a conduit une maison à être presque condamnée. On ne peut pas réparer la maladie, la pauvreté. Les années d'invisibilité pour les systèmes censés aider. Vous pouvez donner l'impression que quelqu'un se soucie de vous, puis vous devez partir. Et la famille retourne à l'intérieur, et les murs sont toujours ce qu'ils sont. Sean a parlé de cela honnêtement. Ce genre de travail exige quelque chose de vous. Le travail émotionnel, qui consiste à absorber les moments les plus difficiles d'autres personnes, ne s'efface pas avec la saleté à la fin de la journée. Il s'accumule. Il s'agit d'un coût qu'un nombre croissant d'abonnés ne peut reconstituer et qui s'est accumulé au fil des ans. Sur des centaines de propriétés, sur toutes les femmes qui prient seules dans leur maison, sur tous les propriétaires handicapés qui n'ont nulle part où aller. Chaque famille est à une inspection de la ville de perdre le seul toit qu'elle possède. Les transformations sont réelles, la gratitude est réelle. Mais la version complète de cette histoire, celle que vit réellement Sean, est celle d'un homme qui a fait de la douleur des autres une partie de sa description de poste et qui apprend peu à peu ce que cela coûte vraiment. Ce que le succès coûte réellement à près d'1 million d'abonnés. Plus de 140 millions de vues. Le monsieur propre de Détroit. À tout point de vue, Midlife Stockman est une réussite. Mais en y regardant de plus près, quelque chose d'autre apparaît. Lorsque vous avez construit une plateforme en vous montrant aux étrangers dans les moments les plus difficiles, le succès arrive avec une pression différente de celle que la plupart des gens imaginent. Près d'1 million de personnes regardent, s'attendre à un nouveau contenu, s'attendre à ce que la prochaine vidéo soit aussi émouvante que la précédente. L'algorithme récompense avant tout la constance. Et la constance, lorsque vous faites un travail physique de 90 degrés seul dans une ville qui appelle parfois les flics sur vous, tout en portant le poids émotionnel des histoires les plus difficiles de dizaines de personnes, n'est pas gratuite. Sean a construit une opération durable grâce à de multiples sources de revenus. Les revenus publicitaires de YouTube, une communauté Patreon, des produits dérivés et des partenariats d'équipement avec des entreprises qui fournissent les outils nécessaires au travail. La communauté finance les ressources qui permettent de maintenir la gratuité des services pour les personnes qui en ont le plus besoin. Ce modèle est réel et fonctionne. Mais les revenus durables et le fonctionnement à vide ne s'excluent pas mutuellement. Une personne peut gagner de l'argent tout en étant épuisée. Ces choses peuvent être vraies en même temps. Sean avait l'habitude de courir des marathons. Il n'en a pas couru depuis environ 5 ans. L'homme qui avait l'habitude de s'entraîner pour parcourir 26 miles en une seule journée court aujourd'hui, une épreuve d'endurance d'un genre différent qui ne se mesure pas en miles mais en propriété, en personnes, en années d'assiduité. Ce n'est pas une ligne d'arrivée mais une direction. Ce n'est pas une course mais une vie. Le nom de la chaîne est plus vrai qu'il n'y paraît à première vue.
Sean avait 41 ans dans cette école maternelle abandonnée. Ce qu'il y a trouvé, ce n'est pas seulement une cour à nettoyer, c'est une direction, un but. Une réponse à la question à laquelle 2 décennies dans une entreprise n'ont pas pu répondre. Mais le but n'efface pas les parties difficiles. Cela leur donne l'impression d'en valoir la peine, la plupart du temps. Et voici ce qui se trouve au centre de tout cela. La partie de cette histoire qui est véritablement déchirante plutôt que simplement inspirante. Un homme ne peut pas sauver tout le monde, peu importe le nombre d'heures de travail de Sean, peu importe le nombre de propriétés qu'il transforme, peu importe le nombre de vidéos avant et après qui atteignent 1 million de vues. Il y a en ce moment même une femme à Détroit qui prie pour que quelqu'un se présente. Il y a un ancien combattant dont la propriété devient de plus en plus incontrôlable chaque semaine. Il y a une famille qui vit dans une maison qui ne devrait pas être habitée et qui attend le jour où quelqu'un frappera à sa porte. Sean Stockman nous a montré ce qui se passe lorsqu'une personne s'engage pour ses voisins. Et en faisant cela en rendant visible l'invisible, il nous a aussi montré combien de voisins attendent toujours. Ils s'accrochent toujours. Ils prient toujours pour que le camion tourne dans leur rue la prochaine fois. C'est ça le chagrin, pas ce qui a été perdu, mais ce qui n'a pas encore été trouvé. Que pensez-vous de l'histoire de Sean Stockman, de la chaîne Midlife Stockman? Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Pour découvrir d'autres histoires intéressantes comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur la prochaine vidéo qui s'affichera sur votre écran, vous ne saurez jamais ce que vous allez découvrir.